Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer dans de bonnes conditions une entreprise pour une activité d'e-commerce. Nous verrons successivement les grandes étapes de la création d'une entreprise e-commerce et les avantages et les inconvénients des principaux statuts. Allons-y, c'est parti. Quelles sont les grandes étapes de la création d'une entreprise d'e-commerce? Alors, j'en ai identifié deux. La première, la préparation du projet. Et la suivante, la mise en place du projet. Donc nous allons donc commencer par la première, préparation du projet. Alors la première chose à faire, c'est d'avoir un outil et une stratégie. Donc un site internet prêt à vendre des produits. Là, je ne saurais trop vous conseiller la chaîne YouTube de Melik Nakla. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour avoir un site qui soit performant. Deuxième étape, alors la deuxième étape, c'est de faire des prévisions. Alors les prévisions, pour faire des prévisions, il va falloir qu'on examine un certain nombre de choses. Alors le premier point que nous allons avoir à examiner, c'est les frais qui vont être liés à l'activité d'e-commerce. Là, je vous en liste quelques-uns, les principaux que vous allez avoir. Bon, ben, bien évidemment, l'abonnement Shopify si vous utilisez Shopify, ou donc avec éventuellement des applications ou modules. Et par exemple également, si vous utilisez PrestaShop, vous pourrez avoir le coût de l'hébergement du site ou le coût d'hébergement d'un blog. Vous allez avoir également bah, le cas échéant, si vous n'en avez pas actuellement et que vous êtes obligé d'en prendre, bah, des frais de téléphone et des frais également d'Internet, hein, si vous souhaitez prendre une nouvelle connexion Internet. Les frais ensuite que vous allez pouvoir avoir à supporter, donc suivant le statut que vous choisirez, bah, vous pourrez avoir des frais de comptabilité et des frais juridiques. Alors soit à la création, soit création et fonctionnement de la société. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard de ces frais-là. Ensuite, ce que vous allez avoir à prendre en compte dans vos frais, c'est les frais de publicité. Si vous faites de la pub sur Facebook ou de la pub AdWords ou YouTube ou éventuellement le coût des influenceurs Instagram. Donc ça, il faut, bah, si vous en faites, il faut prévoir le budget nécessaire à votre fonctionnement. Ensuite, ce que vous aurez principalement dans tous les cas, c'est des frais bancaires également, hein, les frais de tenue de compte, les frais de conversion en devises si vous achetez à l'étranger, etc., etc. Vous pouvez aussi avoir des frais de documentation. Si vous avez des livres à acheter ou des choses comme ça, bah, il faut également le prévoir dans les frais. Bon, le coût de formation éventuelle, si vous prévoyez de prendre une formation spécifique sur un point donné, bah, il faut effectivement l'intégrer aussi dans vos frais. Alors vous pouvez aussi avoir des frais de déplacement, des frais de déplacement. Bon, c'est pas une liste limitative, hein, mais il faut réfléchir, je dirais, dans le cadre de ce que vous allez mettre en œuvre au niveau de votre site internet, à bah, le coût que cela va représenter. Alors là, je vous donne également une petite astuce, c'est de faire un tableau avec 12 colonnes, donc pour chaque mois, et de positionner mois par mois les frais que vous allez avoir. Par exemple, l'abonnement Shopify, ça sera tous les mois. Si vous achetez une application à abonnement, bah, ça sera également tous les mois, mais vous pourrez aussi, par exemple, si vous achetez un thème, ça sera qu'une fois le premier mois lorsque vous l'achèterez. Donc il faut pouvoir positionner, je dirais, les sommes que vous allez avoir chaque mois. Comme ça vous permettra bah, d'avoir les frais que vous aurez à supporter le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, etc. Ça vous permettra de prévoir ça.
Donc la petite astuce, hein, c'est de faire un tableau et de bien positionner tous les frais. Comme ça, bah, vous aurez un budget mensuel et annuel. Donc voilà en ce qui concerne les frais. Le deuxième élément qu'il va falloir prévoir, alors ça va être, c'est le chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, c'est difficilement prévisible parce que ça peut aller en e-commerce de 0 à plus l'infini. Euh, maintenant, il faut quand même que vous fixiez des objectifs raisonnables et dans le temps pour pouvoir avancer. Vous pouvez fixer un objectif. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez vous fixer 500 euros le premier mois ou la première semaine, 1000 euros le deuxième mois ou la deuxième semaine, etc., etc. Mais il faut aussi vous fixer un objectif quand même également un petit peu plus lointain. Par exemple, bah, de dire à un an, je veux être sur une base de temps par jour ou de temps par mois, de manière à pouvoir bah, mesurer euh, votre progression et vous fixer des objectifs pour pouvoir avancer. Donc par différence entre ce chiffre d'affaires que vous fixerez en objectif et les frais que vous avez déterminés précédemment, vous allez en déduire le troisième point qui est le résultat brut. Le résultat brut, ça sera bien la différence entre le chiffre d'affaires que vous prévoyez et les frais que vous allez avoir. Et ce résultat brut, alors suivant toujours pareil, suivant le statut juridique que vous choisirez, ça constituera en fait la rémunération que vous pouvez avoir. Donc résultat brut, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que résultat brut égale rémunération, ça sera votre rémunération. Donc on peut aussi raisonner à l'envers, c'est-à-dire vous pouvez vous dire, voilà, moi je veux avec mon activité e-commerce avoir une rémunération de X, je vais vous dire par exemple n'importe quoi, je me fixe comme rémunération 1000 ou 2000 euros par mois, par déduction avec les frais que vous allez, en rajoutant pardon, les frais que vous allez avoir, ça vous permettra de vous fixer un objectif de chiffre d'affaires. Donc on peut faire le calcul du sens chiffre d'affaires moins frais égale résultat égale rémunération, ou rémunération plus frais égale le chiffre d'affaires que je dois atteindre. Hein, c'est une autre manière de calculer. Ensuite, le quatrième point que l'on doit prévoir, c'est les besoins financiers dont vous allez avoir besoin. Alors, pour prévoir ces besoins financiers, je vous conseille de prévoir des fonds à hauteur de 1 à 3 mois de frais. C'est-à-dire de manière à ce que vous puissiez faire face à vos frais du premier mois, du deuxième mois et voire du troisième mois sans faire de chiffre d'affaires. Si au bout de 3 mois, vous n'avez toujours pas fait de chiffre d'affaires, je pense qu'il faudra que vous reveniez sur votre outil, donc le site internet, et ou sur votre stratégie pour changer quelque chose. Donc, mais au moins, vous aurez une sécurité. Vous saurez que pendant 1 à 3 mois, vous pourrez faire ce que vous avez à faire en ayant les besoins financiers de faire face à vos frais. Donc le besoin financier que l'on détermine là, c'est une sécurité. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que vous vous lanciez en ayant, par exemple, 500 euros, alors que votre colonne de frais du premier mois dans le tableau dont on a parlé précédemment vous donne un montant de 1000 ou 1500 euros. Là, vous auriez un problème financier dès le premier mois du lancement. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important de bien prévoir vos frais et de prévoir les fonds nécessaires pour pouvoir les couvrir un certain temps. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en matière de prévision. Ensuite, après avoir
l'outil, la stratégie, avoir fait ces prévisions, il faut se poser les bonnes questions pour la mise en place de l'entreprise. Alors j'en ai listé ici un certain nombre, je vais vous les présenter, je vais vous les présenter au fur et à mesure. La première question qu'il faut que vous posiez, c'est est-ce que je veux exercer seul ou est-ce que je veux exercer à plusieurs? C'est en fait la première orientation que vous allez avoir à prendre, soit sur si vous voulez exercer seul sur une entreprise individuelle ou une société unipersonnelle, ou si vous voulez exercer à plusieurs, une société pluripersonnelle. Ça, c'est vraiment le premier point à voir. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est quel régime social est-ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut le régime social des salariés ou est-ce que l'on veut le régime social des travailleurs non salariés? Alors, je vous indique en dessous que les prestations sont effectivement quasi équivalentes, sauf la retraite, mais les cotisations sont effectivement fort différentes. Il faut savoir que quand vous êtes salarié, vous avez probablement déjà eu entre les mains une feuille de paye. Vous savez qu'il y a un salaire brut, qu'il y a un salaire net. Donc la différence entre le salaire brut et le salaire net, c'est les charges sociales qui sont retenues sur le salarié. Et vous avez également des charges patronales qui sont payées par l'employeur. Il faut savoir que les charges sociales salariées, c'est environ 20% du brut, et les charges patronales, c'est environ 45% du brut. Donc, c'est-à-dire pour un salaire de 1000 € brut, vous allez avoir 800 € de net sous déduction, donc de 20% grosso modo de charges sociales salariées, et vous allez avoir des charges sociales patronales pour 450 €. Donc pour un net de 800 €, ça fait un coût de 1400 €. Grosso modo, en chiffre rond. Pour les travailleurs non salariés, c'est pas tout à fait la même chose. Pour les travailleurs non salariés, alors toujours suivant le statut juridique que vous retiendrez, ça sera de l'ordre de 45% soit de la rémunération, soit du bénéfice. Donc on voit que les charges sociales non salariées sont quand même beaucoup moins coûteuses que celles des salariés. Par contre, il y a effectivement la retraite qui est un petit peu meilleure dans le régime général des salariés par rapport au régime des travailleurs non salariés. Alors là, pour avoir plus d'informations sur les régimes salariés ou les régimes non salariés, vous pouvez aller voir ce lien de l'agence France Entrepreneur qui vous donnera beaucoup plus de détails sur ces points. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il faut choisir dès le départ si vous souhaitez un régime salarié ou non salarié en fonction des critères que je viens de vous énoncer et qui sont principalement des critères de coût. Ensuite, la troisième question qu'il faut se poser, c'est quel régime fiscal pour l'imposition des bénéfices de l'entreprise? Alors, il y a deux régimes fiscaux. L'imposition donc des bénéfices à l'impôt sur le revenu ou l'imposition à l'impôt sur les sociétés. Le choix entre les deux se fera en fonction de votre situation fiscale personnelle et du résultat brut ou net de l'entreprise, donc net rémunération déduite, suivant toujours le statut que vous aurez choisi, de ce qu'on a en fait déterminé au deuxième point sur la partie prévision. Donc là, je ne peux pas vous dire c'est l'impôt sur le revenu le plus favorable ou c'est l'impôt sur les sociétés le plus favorable. Ça dépend vraiment de votre situation fiscale personnelle et du résultat que vous prévoyez. Par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le taux d'impôt sur le revenu n'est pas le même, le calcul n'est pas le même
que celui de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu, comme vous le savez probablement, il y a un calcul par tranche, c'est-à-dire que quand vous avez un revenu inférieur, donc là si je regarde pour raisonner en chiffres ronds, hein, sur le barème d'impôt sur le revenu 2017, en dessous de 10 000 euros, c'est un taux d'imposition de 0%. Entre 10 et 30 000 euros, c'est 14%. Entre 30 et 70, c'est 30%. Entre 70 et 150, c'est 41%. Et au-dessus de 150, c'est 45%, 150 000 euros. Alors que le taux de l'impôt sur les sociétés s'applique à un bénéfice, sur un bénéfice inférieur à 38 000 euros au taux de 15% et 28% pour un bénéfice inférieur à 500 000 euros. Au-delà de 500 000 euros, bon, je ne pense pas qu'on soit vous soyez la première année dans ce cas-là, mais au-delà de 500 000 euros, c'est 33% actuellement en 2018. Par contre, le taux d'impôt sur les sociétés de 28% va progressivement être ramené jusqu'en 2022 à 25%. Donc vous voyez, le taux d'imposition du bénéfice n'est pas le même entre 15 et 25% à l'impôt sur les sociétés et 0, 14, 30, 41 ou 45% à l'impôt sur le revenu. Alors il y a une technique, pour cela, il y a une technique d'optimisation en fait qui est de simuler l'impôt dans les deux cas, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, et de voir quelle est la solution qui propose le revenu après impôt le plus important. Hein, c'est une technique d'optimisation, on peut simuler pour voir ce qui se passe. Pour vous aider, vous pouvez aussi vous aider d'un simulateur de l'ordre des experts comptables de 2017, qui alors sera probablement mis à jour en 2018, mais je ne sais pas quand, que vous avez ici sur le lien que je vous mets là. Par contre, il ne vous simulera que l'impôt sur le revenu, il ne simulera pas l'impôt sur la société, mais il vous permettra de simuler ce qu'il se passe entre micro-entreprises, entreprises individuelles et EURL à l'impôt sur le revenu. Donc déjà, ça vous permettra de simuler, ce qui se passe sur ces trois statuts-là. Après, pour l'impôt sur les sociétés, ben, malheureusement, il faut rajouter le calcul à côté à la main. Et toujours pareil, pareil que le point précédent, si vous voulez plus d'informations sur le régime fiscal des bénéfices, vous pouvez aller sur ce lien ici de l'agence France Entrepreneur où vous aurez beaucoup plus de détails. Alors la quatrième question, enfin c'est pas véritablement une question, mais c'est de comprendre un petit peu le mécanisme de la TVA si vous y êtes soumis. Alors si vous êtes micro-entrepreneur, vous avez automatiquement dans ce régime la franchise en base de TVA qui en fait vous dispense du paiement de la TVA. Donc vous pouvez vous dire, bah voilà, la TVA, puisque je ne la paye pas sur mes ventes, je ne m'en occupe pas, je ne cherche pas à comprendre. Alors effectivement, c'est une solution. Par contre, si vous partez dès le départ sur un régime d'imposition à la TVA, donc le régime simplifié, c'est bon quand même de comprendre un petit peu comment fonctionne la TVA. Il faut bien que vous compreniez que la TVA, ça n'a pas d'incidence sur le résultat d'une entreprise. Vous êtes juste en fait collecteur de la TVA sur vos ventes pour le compte de l'État. Vous déduisez la TVA que vous avez payée sur vos achats et sur vos frais et vous reversez la différence à l'administration fiscale. La TVA, ce n'est comment dire, ce n'est ni un produit ni une charge, c'est juste quelque chose qui va transiter temporairement dans vos caisses pour être reversé à l'État.
Alors, toujours pareil, si vous voulez plus d'informations sur la TVA, vous pouvez aller voir ce lien sur le site de l'Agence France Entrepreneur qui vous en dira un petit peu plus. Alors, je vais quand même détailler un point parce que je vois souvent des questions passer sur la franchise en base de TVA du type est-ce que il faut choisir la franchise en base de TVA, est-ce que ça vaut le coup, etc., etc. Ce qu'il faut dire, c'est que souvent on assimile la dispense de TVA, donc la dispense pardon, de paiement de la TVA de la franchise en base au régime micro-entrepreneur. Mais ce n'est pas uniquement le cas que pour les micro-entrepreneurs. N'importe quelle forme juridique et quel que soit son régime fiscal peut opter pour la franchise en base de TVA. La seule condition, c'est de ne pas dépasser les seuils de recettes. Alors les seuils de recettes pour la franchise en base de TVA, c'est donc dans le cas du e-commerce, c'est 82 800 € à l'année. Ça, c'est le premier seuil donc, qui vous permet, si vous le dépassez, bah, de rester jusqu'à la fin de l'année à la franchise de base en TVA. Mais vous ne devez malgré tout pas dépasser 91 000 € à l'année pour pouvoir rester jusqu'à la fin de l'année à la franchise en base de TVA. Si vous ne dépassez pas les 91 000, vous restez jusqu'en décembre ou jusqu'à la clôture de votre exercice à la franchise en base de TVA. Si vous dépassez les 91 000, vous êtes soumis à la TVA dès le premier mois du dépassement. N'importe, et ce qu'il faut donc, ce que je vous confirme, c'est que n'importe quelle forme juridique peut opter pour cette franchise de base, pour cette franchise en base de TVA. Donc si vous êtes en entreprise individuelle et que vous ne prévoyez pas de dépasser ce chiffre d'affaires, vous pouvez opter pour la franchise en base de TVA. Idem si vous êtes en EURL, SARL, idem si vous êtes en SAS ou en SASU. Alors, quel est l'intérêt L'intérêt, c'est de ne pas payer la TVA sur vos ventes. Donc, si vous avez une clientèle de particuliers, mécaniquement, vous allez gagner la TVA en marge. C'est-à-dire qu'un produit que vous vendez 100, par exemple, vous n'allez pas pouvoir, enfin, je présume que vous n'allez pas pouvoir, si demain vous êtes soumis à TVA, le vendre à votre client 120. Vous allez être obligé, en supposant que la TVA soit au taux de 20%, ce qui est quand même la majorité des cas, vous allez être obligé de réduire votre prix de vente hors taxe de manière à ne pas changer le prix de vente pour votre client. Donc dans ce cas-là, vous allez vendre toujours à 100 € TTC à votre client, mais votre prix de vente hors taxe sera de 83,33 €. Donc la TVA que vous allez collecter va venir, donc les 16,67 € viendront directement impacter votre marge. Donc vous avez plutôt intérêt, si vous êtes dans ce cas-là, à la première année, voire les suivantes, à opter pour cette franchise en base de TVA, puisque mécaniquement, ça vous augmente votre marge. Par contre, si votre clientèle, c'est une clientèle d'entreprise, si vous êtes en B2B et pas en B2C, si vous êtes avec une clientèle d'entreprise, une entreprise, elle, la TVA, comme je vous le disais précédemment, elle s'en moque, puisque pour elle, c'est pas une charge. Elle va la récupérer. Donc l'entreprise que vous lui facturiez sans TVA ou sans hors taxe avec 20 € de TVA, pour elle, c'est le même résultat. Sa charge sera de 100. Donc si vous avez ce type de clientèle-là, la franchise en base de TVA n'a aucun intérêt. Mais je crois qu'en e-commerce, la majorité, c'est quand même une clientèle
de particuliers, donc de consommateurs. Donc, je dirais, même si vous démarrez sous forme d'entreprise individuelle normale, donc en dehors du régime micro-entrepreneur, ou en SARL, EURL ou SAS, SASU, vous avez tout intérêt à opter pour la franchise en base de TVA si vous n'avez pas d'investissement particulier à faire. Parce que le corollaire de la franchise en base de TVA, c'est que effectivement vous ne payez pas de TVA sur vos ventes, mais en contrepartie, vous ne pouvez pas récupérer la TVA que vous faites sur vos achats. Donc si vous avez au départ de très très gros investissements, je ne sais pas, si vous achetez par exemple un site internet clé en main pour plusieurs milliers d'euros, bon, il faut dans ces cas-là peut-être faire une simulation pour voir si, enfin quand je dis une simulation, ça veut dire faire un calcul pour voir si la franchise en base de TVA vaut le coup ou pas, hein. Donc voilà la petite parenthèse sur la franchise en base de TVA. Souvent, je vois sur des groupes ou sur des forums que certaines personnes partent directement sur un régime simplifié d'imposition en matière de TVA. C'est pas forcément le cas le plus rentable, hein, si vous avez une clientèle de particuliers. Donc il faut quand même faire attention à ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, les cinquièmes questions à se poser, c'est pour les personnes qui auront choisi une forme société, de commencer à collecter les variables. Les variables dont vous aurez besoin pour faire les statuts de la société. Donc, vous aurez besoin déjà de choisir la forme juridique. Donc, soit EURL, SARL, soit SAS, SASU qui vont répondre à 98% des cas. Vous pouvez pour cela vous aider d'un certain nombre de réponses aux questions que l'on s'est posées précédemment et d'un simulateur qui est fait également par l'agence France Entrepreneur que vous pourrez avoir sur ce lien. Donc ça vous aidera à choisir quel type de société correspond le mieux à votre projet. Ensuite, il va falloir que vous réfléchissiez sur la dénomination, donc le nom de la société, et éventuellement le nom commercial et le sigle, si vous voulez mettre un sigle. Il va falloir que vous réfléchissiez aussi où vous allez domicilier la société. Est-ce que vous allez la domicilier chez vous? Est-ce que vous avez un local professionnel dans lequel vous allez pouvoir la domicilier? Est-ce que vous allez prendre un centre de domiciliation, etc., etc. C'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser. Ensuite, il va falloir que vous réfléchissiez à l'objet que vous allez mettre dans les statuts de la société. Pour ça, vous pouvez vous aider du code NAF que vous allez viser. Alors le code NAF des activités e-commerce, c'est le code 4791, vente à distance. Si vous allez regarder dans la nomenclature NAF, vous verrez qu'il y en a deux. Je vous dis ça de mémoire, je crois que c'est le A et le B. Et la racine du code NAF, donc 4791, donc la racine 47, c'est ce qui concerne le commerce de détail. Hein, donc vous pouvez aller voir 47, vous voyez dans le 47 tout ce qu'il y a comme détail, vous allez jusqu'au 4791. Au 4791, vous verrez vente à distance, et là, vous pourrez reprendre dans l'objet ou l'activité de la société l'intitulé exact du code NAF que vous visez. Comme ça, vous serez sûr d'avoir ce code NAF-là qui sera attribué. Ensuite, il va falloir que vous réfléchissiez également sur la date de clôture de la période comptable et fiscale, donc dans le cas d'une société. Ça a plusieurs, vous pouvez faire soit une date de clôture, vous pouvez faire soit un premier exercice long, soit un premier exercice court. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Vous devrez également réfléchir aux apports que vous allez faire à la société, donc au montant et à la répartition du capital
entre les associés si vous êtes plusieurs. Vous allez aussi devoir réfléchir à qui va être le dirigeant de la société. Est-ce qu'il va y avoir un gérant, plusieurs? Est-ce qu'il va y avoir, dans le cadre d'une SAS, un président et un directeur général? Et vous allez également devoir réfléchir à leur rémunération. Et dernier point sur lequel vous allez devoir travailler, c'est de collecter les factures de frais et d'achat avant la création pour pouvoir les intégrer dans les statuts. Parce que là, on est dans la phase de préparation du projet. Je vous rappelle que dans la première étape, c'était d'avoir un site qui vend. Donc vous avez peut-être déjà engagé quelques frais pour le site. Donc dans ces cas-là, les frais que vous aurez engagés pour le site, il faudra que vous les précisiez ici, enfin que vous collectiez ici les factures pour pouvoir les intégrer dans les futurs statuts. Voilà pour ce point-là. Et le dernier point auquel vous devrez réfléchir, c'est la sélection de la banque de l'entreprise. Vous devrez choisir une banque. Alors les points sur lesquels vous devrez porter votre attention en matière d'e-commerce, c'est le nombre et les plafonds des cartes bancaires physiques ou virtuelles que vous pouvez avoir. Ça a une importance. Si vous faites du dropshipping sur AliExpress, il va falloir avoir un plafond de carte bancaire qui soit assez élevé pour que vous ne soyez pas bloqué, ou avoir plusieurs cartes bancaires, donc physiques ou virtuelles. Le deuxième point d'attention que vous devrez avoir également, c'est les frais bancaires et surtout les frais sur les paiements et les encaissements en devises. On n'y pense pas souvent, mais avec les banques traditionnelles, les paiements ou les encaissements en devises font l'objet de frais qui sont assez importants. Donc il faut faire attention à ça lorsque vous allez sélectionner la banque. Donc là, voilà, on s'est posé toutes les bonnes questions. Donc on a l'outil avec une stratégie, on a fait une prévision, on s'est posé toutes les bonnes questions. Donc là, notre projet est prêt. Maintenant, il faut qu'on fasse la mise en place de notre projet. Donc pour mettre en place notre projet, il va falloir déjà que l'on crée la structure juridique. Alors la structure juridique, si vous êtes en micro-entreprise, vous allez voir, c'est relativement simple. Il y a un site internet officiel qui est le portail des auto-entrepreneurs. Donc je vous mets le lien ici, c'est l'auto-entrepreneur.fr. Alors c'est la formalité de création sur ce site-là est totalement gratuite. Je vois pareil aussi passer sur des groupes ou des forums qu'il faut payer telle ou telle somme pour ouvrir une micro-entreprise. Ce n'est pas le cas, où c'est des sites qui vous apportent une prestation supplémentaire, mais vous êtes normalement tout à fait capable, avec ce que l'on a vu précédemment, et notamment le choix du code NAF, vous êtes capable de faire ici votre création sur le site l'auto-entrepreneur. Si vous souhaitez créer une entreprise individuelle, bon là, la procédure est légèrement différente. Il faut remplir un formulaire P0 que vous devez déposer à la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, du ressort du siège social de l'entreprise. Vous pouvez aussi, en allant voir cette CCI, vous pouvez avoir une assistance lors d'un rendez-vous physique où la personne de la Chambre de commerce va vous aider à remplir ce formulaire P0. Ça sera une prestation supplémentaire. Vous avez également la possibilité de faire vous-même ce formulaire P0 et de faire une saisie en ligne sur le site cfenet.cci.fr, donc qui est l'organisme, qui est le site internet qui regroupe toutes les CCI de France. Donc c'est possible également de le faire en ligne. Troisième type de structure que vous pourriez vouloir créer, c'est une société. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une société? La première chose, c'est de faire les statuts. Alors pour faire les statuts, on a dans l'étape précédente préparé
tous les éléments variables, on a réfléchi à tous les éléments variables, on sait ce qu'on va mettre dedans. Donc cette étape-là de rédaction des statuts est plutôt une formalité. Donc pour faire les statuts, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez les faire par un professionnel, expert comptable, avocat, notaire. Bon, ça a certes un certain coût. Vous pouvez aussi prendre des sites en ligne qui vont vous fournir une matrice à remplir. Donc là, le coût sera déjà nettement moins important. Et puis bah, après, vous pouvez, suivant les formes juridiques, par exemple, là, vous irez voir sur ce lien de l'agence France Entrepreneur, mais vous verrez que sur le site de l'agence France Entrepreneur, vous avez des modèles de statut pour EURL, ça j'en suis certain, et peut-être également pour la SARL. Donc vous irez regarder, mais vous pouvez aussi vous procurer des modèles de statut sur ce site-là. Je ne crois pas de mémoire qu'ils fassent pour les SAS, hein, mais les SAS, vous trouverez assez facilement sur Internet, sur différents sites, vous trouverez des matrices à des prix tout à fait abordables. Donc après, tout dépend le niveau d'autonomie que vous avez et le niveau de conseil que vous souhaitez. Si vous souhaitez avoir du conseil et une prestation clé en main, bah, il faut plutôt s'orienter sur un professionnel. Si vous estimez plutôt indépendant et que vous dites, bah voilà, je peux faire les statuts moi-même, bah, vous pouvez plutôt opter pour une matrice soit sur le site Agence France Entrepreneur, soit sur un site en ligne. Le deuxième point des formalités, ce sera de déposer le capital de la société dans votre banque. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Vous appelez votre banque, ils vont vous dire ce qu'il leur faut comme document et comment ça se passe. C'est en général assez simple. Il n'y a pas en principe de difficulté particulière. Ensuite, il va falloir que vous publiez une annonce dans un journal d'annonce légale. Alors, la publication d'annonces dans un journal d'annonce légale, vous pouvez soit choisir un journal donc, que vous connaissez dans votre département. Il y a en général, suivant les départements, 2, 3, 4, 5, alors plus sur Paris, mais sinon dans les régions, il y a de 3 à 5 journaux qui sont autorisés par le préfet à publier des annonces légales. Vous pouvez avoir la liste auprès de la préfecture, mais vous pouvez aussi également passer par un site qui fait des annonces légales. Alors n'hésitez pas non plus à comparer les prix parce qu'en fonction des sites, vous verrez qu'il y a des sites qui vous annoncent qui sont les moins chers du marché et que ce n'est pas forcément le cas. Souvent en passant par un petit journal d'annonce légale qui va bien vous condenser votre annonce et supprimer tout ce qui est superflu, vous verrez que vous paierez votre annonce légale souvent bien moins cher que sur un site internet, même qui bénéficie d'un certain aura, hein. Moi, ça m'arrive assez souvent quand je fais des annonces légales, par rapport aux sites les moins chers d'Internet, je suis encore à 25 ou 30% en dessous avec mon petit journal d'annonces légales de mon département, hein. Donc n'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Et ensuite, quatrième étape, vous devrez déposer le dossier complet au CFE de la CCI ou au greffe du tribunal de commerce. Alors pour savoir ce qu'il doit y avoir dans le dossier complet, vous pouvez aller voir soit Infogreffe, le site infogreffe.fr, soit le site du greffe du tribunal de commerce de Paris qui vous fournit la liste des éléments que vous allez avoir à fournir. Mais ça va être principalement issu de ce qu'on a fait ici précédemment, les statuts, le certificat de dépôt du capital et l'annonce légale. Vous aurez en plus à déposer, comme pour l'entreprise individuelle, il y avait un formulaire P0 à déposer. Pour la société, vous aurez un formulaire M0 à remplir. Donc là, c'est exactement pareil. Si vous vous sentez de le remplir
pas de souci. Par contre, si vous ne le sentez pas, vous pouvez aller, au CFE de votre CCI et avoir une assistance d'une personne avec un rendez-vous physique qui va vous aider à remplir ce formulaire-là. Si vous n'avez pas de problème pour le remplir, vous pouvez directement déposer votre dossier au greffe du tribunal de commerce. Voilà, et toujours, donc là je vous le redis, hein, pour plus d'informations sur les formalités de création des sociétés, n'oubliez pas ce lien du site Agence France Entrepreneur. Voilà, donc là nous étions dans la première étape de la mise en place. Ensuite, la deuxième étape, c'est en fait les premières actions que vous allez avoir à mener après avoir fait la création de la structure. La première chose que vous allez avoir à faire, c'est ouvrir le compte bancaire définitif auprès de la banque sélectionnée. Hein. Suite aux formalités que vous avez fait précédemment, vous allez obtenir un extrait, ce qu'on appelle un extrait CABIS. Donc c'est l'extrait, c'est le justificatif du greffe du tribunal, comme quoi vous avez bien créé la société ou l'entreprise individuelle. En fait, c'est la carte d'identité de l'entreprise individuelle ou de la société. Donc pour pouvoir ouvrir votre compte bancaire, la banque va vous demander ce fameux extrait CABIS. Donc là, une fois que vous l'avez, vous pouvez ouvrir votre compte bancaire. Ensuite, il faut également penser à assurer l'entreprise pour la responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie. Alors, pour le dropshipping, c'est assez compliqué. Déjà que votre assureur comprenne ce que c'est que le dropshipping et obtenir un contrat, ça ne va pas être une mince affaire. Je pense qu'il faut déjà que vous alliez voir votre assureur et après, si votre assureur ne comprend pas de quoi il s'agit ou s'il vous refuse de vous faire un contrat, hein, moi c'est le cas qui m'est arrivé, bah, il faut après aller voir d'autres assureurs et puis bah, prêcher la bonne parole pour essayer d'avoir un contrat d'assurance pour la responsabilité professionnelle. La troisième action à mener, c'est de mettre en place dès que votre activité démarre, un suivi de gestion pour mesurer en fait les résultats que vous allez faire. On a vu que dans la partie préparatoire, on a prévu un certain nombre de frais, euh, bon, pas forcément un chiffre d'affaires, mais on a prévu au moins un certain nombre de frais. Bah, il va falloir que vous mettiez en place quelque chose. Donc je vous cite là dans le, le PDF, au moins à minima un tableau pour suivre les frais et le chiffre d'affaires. Ça paraît, c'est un point aussi qui est assez important, hein, pour que vous sachiez bah, si votre activité démarre plus difficilement que prévu, il faut que vous sachiez ce qui se passe en termes de rentabilité. Ensuite, la quatrième action à mener, bah, ça sera de mettre en place une organisation administrative et comptable pour que vous puissiez bah, satisfaire aux obligations de l'entreprise. Alors que ce soit une entreprise individuelle ou une société, bah, il va falloir que vous classiez vos documents, que vous organisiez vos documents de manière à pouvoir soit faire votre comptabilité vous-même, soit transmettre les éléments à un expert comptable pour qu'il fasse votre comptabilité. Donc ça, c'est vraiment la chose que vous aurez à mettre après bah, avoir fait les 3 points, les 3 points précédents. Voilà, donc ça c'est vraiment, je voulais vous rappeler ces 4 points-là, bon, pour que vous sachiez, pour que vous vous en souveniez, que vous disiez, bah, une fois que j'ai l'extrait CABIS, bah voilà, après l'extrait CABIS, ce qu'il faut que je fasse, bon, en dehors, effectivement, également, bah, de faire tourner aussi votre site. Hein. Ça, je ne l'ai pas mis parce que ça me paraît une évidence, mais il faut que votre site tourne. Voilà, donc on a fait le tour des grandes étapes. Donc en synthèse, on peut les reprendre. Donc on a 2 grandes étapes, la préparation du projet, la mise en place du projet. Dans la préparation, on a vu qu'il fallait avoir l'outil et une stratégie, donc un site prêt à vendre. Il fallait également faire des prévisions pour savoir un petit peu où on allait et se poser les bonnes questions pour pouvoir faire la mise en place
de votre projet dans des bonnes conditions. Et dans la mise en place, justement, on a deux choses à faire, créer la structure juridique et mener les premières actions pour pouvoir que votre entreprise ou votre société fonctionne dans de bonnes conditions. Alors, au vu de ce qu'on a expliqué précédemment, bon, je pense que vous avez compris qu'il n'y avait pas de statut miracle, hein. Ça dépend en fait de la nature du projet que vous allez mettre en œuvre et de votre situation personnelle. Mais si vous respectez bien toutes ces étapes, ne vous inquiétez pas. Vous trouverez le statut qui correspondra à votre projet. Et la première question à vous poser, enfin le premier point à travailler dans votre projet, ce n'est pas de savoir quel statut vous allez prendre. Le premier point, c'est déjà d'avoir l'outil et une stratégie, hein. Et là, si vous avez bien compris le mécanisme des grandes étapes, vous voyez que le choix de la structure juridique se fait quasiment en dernier, hein. On trouve toujours, si vous voulez, par rapport à ce qu'on veut faire, le statut juridique adéquat, hein. Voilà ce que je voulais vous indiquer sur les grandes étapes de la création d'une entreprise e-commerce.